Bonjour. Je vous avais dit tout à fait au début que toute infraction suppose un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Un des éléments disparaît et l'infraction disparaît. Aujourd'hui, on va parler de l'élément matériel de l'infraction. L'infraction n'est concevable que si elle s'appuie sur une activité criminelle, c'est-à-dire une attitude définie par la loi, suffisamment caractérisée. L'extériorisation ou la matérialisation de l'acte pénal exclut la pensée criminelle du champ répressif. Je vous avais dit aussi que je peux avoir les intentions les plus mauvaises du monde, dans la mesure où ils ne se concrétisent pas et n'apparaissent pas dans le monde extérieur, je ne peux pas être réprimé. L'acte criminel peut revêtir deux formes. Soit c'est un acte concret, soit c'est une abstention. Et il peut être commis par plusieurs personnes, plusieurs agents, l'auteur, le co-auteur ou le complice. Ce sont les agents de l'acte. Quelles sont les modalités de l'élément matériel? L'extériorisation de la pensée peut être une action positive, c'est-à-dire faire ce que la loi pénale interdit, ou une attitude négative, consistant à ne pas faire ce que la loi pénale ordonne. Donc il s'agit soit d'actes de commission, soit des abstentions. D'abord, les infractions de commission. La majorité des infractions prévues par le Code pénal se traduit par une action positive, un comportement concret, corporel du délinquant. L'agent consomme l'infraction au moyen d'actes, de gestes, d'écrits, de paroles, meurtre, vol, escroquerie, faux, incendie, viol, etc. sont des exemples de ce genre d'infraction. Dans ce genre d'infraction, la personne commet un acte interdit par la loi. La loi lui ordonne de ne pas commettre un acte. Son attitude est positive, elle commet un acte prohibé. Donc l'infraction consommée suppose soit une action, soit une abstention. Elle suppose un résultat et il suppose un lien de causalité. Quand ces éléments-là sont réunis, l'infraction est consommée. Mais deux remarques peuvent être avancées dans ce sens. La première, c'est qu'il n'est pas indispensable que l'acte criminel soit entièrement et intégralement consommé pour que la loi pénale soit appliquée. Elle intervient dès qu'il y a un commencement d'exécution et elle incrimine la tentative. Elle incrimine la tentative même en l'absence de résultat. La deuxième remarque, après la consommation de l'infraction et même en l'absence de résultat dommageable, la loi pénale réprime l'infraction manquée et l'infraction impossible. Donc on va parler successivement de la tentative, de l'infraction manquée et de l'infraction impossible. Dans ces trois situations, le résultat n'a pas eu lieu, néanmoins la répression intervient. D'abord la tentative. L'article 114 du Code pénal dispose que toute tentative de crime est assimilée à un crime consommé et réprimée comme tel. L'infraction seulement tentée est punie avec la même sévérité que l'infraction consommée. Donc ce qui est puni en définitive, c'est la faute morale imputable à l'agent. Elle révèle la nocivité du délinquant, le danger qu'il représente pour la société. Cette sévérité, cependant, est atténuée. Elle est tempérée par le fait que la tentative n'est toujours punissable qu'en matière de crime. Elle est punissable en matière de délit dans les cas spécifiquement prévus par la loi et elle ne l'est pas en matière de contravention. Pour qu'il y ait tentative, le législateur exige deux conditions. Il faut qu'il y ait un début d'exécution, un commencement d'exécution et un désistement involontaire ou absence de désistement volontaire. Mais pour toute infraction suppose certaines phases pour sa réalisation.
La première phase, c'est que la personne décide de commettre l'infraction, pense au meilleur moyen de la réaliser. C'est ce qu'on a appelé une phase intellectuelle, entre guillemets, c'est-à-dire que l'idée est là, elle germe dans l'esprit de son auteur, mais à ce stade-là, la loi ne peut pas intervenir et la personne ne peut pas être réprimée parce qu'il s'agit d'une idée, d'un projet. L'infraction n'existe que si elle s'extériorise, que si elle est palpable. Autrement, les idées d'une personne relèvent du fort interne et elle ne peut autoriser l'intervention de la justice étatique. Donc, les idées sont propres à leur auteur et ne sont pas sanctionnées par la loi. Cependant, la simple résolution criminelle peut constituer exceptionnellement l'élément matériel d'une infraction quand elle devient collective. C'est le cas du complot, qui est érigé en crime et défini comme suit par l'article 175 du Code pénal, la résolution d'agir, concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Donc une décision arrêtée, concertée entre plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'elle est collective, constitue l'élément matériel du crime du complot. Deuxième phase, donc on a parlé d'une première phase qui est celle de l'idée. La deuxième phase, ce sont les actes préparatoires. La personne prépare son infraction, elle s'octroie les moyens matériels et humains destinés à faciliter l'exécution de son acte criminel. Sa décision est déjà prise. Est-ce que les actes préparatoires constituent un début d'exécution et par conséquent réprimés? La doctrine et la jurisprudence répondent par la négative pour une triple raison. La jurisprudence et la doctrine répondent non pour 3 raisons. La première raison est une raison de fait. L'acte préparatoire est un acte très équivoque. Il ne suppose pas plusieurs interprétations. Il peut être interprété différemment et on ne peut pas certifier de façon certaine, certifier de façon claire et nette que l'acte préparatoire est un début d'exécution. Par exemple, acheter un fusil ou une carabine, par exemple, est-ce qu'on peut prouver de façon certaine qu'il va être utilisé pour tuer une personne? Ou est-ce qu'il est acheté pour aller à la chasse? Acheter une voiture, est-ce que ça signifie automatiquement que la personne l'a acheté pour faciliter l'exécution de son infraction, pour se déplacer, pour faciliter la fuite des cambrioleurs, ou est-ce qu'il l'a acheté pour son utilisation personnelle? Donc, la volonté criminelle peut exister comme elle peut être absente. Engager des poursuites dans ce cas-là peut être générateur d'erreurs judiciaires. Donc la première raison est une raison de fait. On ne peut pas dire 100%, si vous voulez, que l'acte préparatoire constitue un début d'exécution. Deuxième raison, et c'est une raison de droit. La loi elle-même a prévu expressément certains cas dans lesquels un simple acte préparatoire est sanctionné. Il en est ainsi de la fabrication de fausses clés. Les fausses clés constituent une infraction sanctionnée, même s'ils n'ont pas été utilisés, par exemple, pour voler. Il a prévu des circonstances aggravantes dans certains crimes, comme le vol dans ce cas-là. Il a prévu l'effraction et l'escalade, qui sont des circonstances aggravantes en matière de vol. Donc, le législateur a prévu les cas dans lesquels un acte préparatoire peut constituer un début d'exécution et par conséquent réprimé. La troisième raison est une raison de politique criminelle. En s'abstenant de sanctionner l'acte préparatoire, on encourage le délinquant éventuel à abandonner la voie du crime.
Ça veut dire qu'il y a eu un acte préparatoire, il n'a pas été sanctionné, il réfléchira et peut-être qu'il va abandonner la voie du crime. Par conséquent, ça ne peut être que profitable à la paix publique. Au contraire, si il continue, si il commet son infraction, il va être certainement rattrapé par le système pénal. Donc, la phase première, la phase de l'idée, n'est pas sanctionnée. Les actes préparatoires ne sont pas sanctionnés. La troisième phase, qui constitue le premier élément de la tentative, c'est le début, le commencement d'exécution. Qu'est-ce que le début d'exécution? Parfois, il est très difficile de tracer une ligne de démarcation entre l'acte préparatoire et le début d'exécution. Quand est-ce que l'acte préparatoire prend fin et quand est-ce que le début d'exécution commence? La doctrine a essayé de déterminer le contenu du début d'exécution selon deux tendances. La première tendance est une tendance objective. Elle définit le début d'exécution comme l'infraction elle-même, alors que la tendance subjective exige qu'il y ait une preuve de l'existence d'une manifestation claire et nette de l'entrée dans la phase d'exécution. Selon la tendance objective, le commencement d'exécution coïncide avec l'accomplissement d'un élément de l'infraction ou une circonstance aggravante. Par exemple, un élément de l'infraction, c'est l'introduction de la main dans la caisse d'un magasin. Ça signifie qu'il y a un commencement d'un vol. Comme circonstance aggravante, l'escalade ou l'effraction d'une porte d'un appartement en cas de vol. Donc, ça constitue des circonstances aggravantes qui sont prévues par le législateur. Alors que la tendance subjective exige deux conditions. La première, c'est que l'élément moral soit là, la volonté délictuelle de l'agent ne fait aucun doute. Il n'y a aucun doute sur les intentions de l'auteur. Et il faut que dans son comportement ressortent des faits qui tendent à la consommation de l'infraction. Cette deuxième conception, la conception subjective, élargit le champ d'application de la répression de la tentative. Le législateur marocain a opté pour une solution mixte, c'est-à-dire que le commencement d'exécution est un acte non équivoque, qu'il rentre dans la définition de l'infraction ou de ses circonstances aggravantes, mais le législateur exige une condition supplémentaire, c'est le lien humain direct avec l'infraction. Deuxième élément de la tentative, j'ai dit que la tentative suppose deux éléments. Le premier élément, c'est le début d'exécution. Le deuxième élément est le désistement involontaire. Donc, qu'est-ce que le désistement involontaire ou l'absence de désistement volontaire? Il n'y a pas de tentative lorsque l'agent a commencé à exécuter l'infraction, mais décide de ne pas poursuivre, quelle que soit la motivation, que ce soit par pitié, par remords, par peur de la sanction, etc., peu importe, dans la mesure où il a décidé de lui-même de mettre fin à son acte criminel. La tentative n'est pas punissable dans ce cas et permet à celui qui a commencé à exécuter de s'arrêter au moment opportun, c'est-à-dire avant la consommation de l'infraction. Deux conditions doivent être réunies pour que ce désistement soit pris en considération et pour que la personne ne puisse pas être poursuivie. La première condition, il faut que l'arrêt de l'exécution soit spontané et volontaire. Il ne lui a pas été imposé par une cause extérieure, autrement, l'effet exonératoire ne joue pas, c'est-à-dire que sa responsabilité sera retenue.
Deuxième condition, il faut que l'arrêt dans l'action intervienne à temps, c'est-à-dire avant l'exécution de l'infraction. Le désistement est involontaire. Le désistement est involontaire, c'est-à-dire que la responsabilité de la personne est retenue et la tentative est constituée si l'agent a été surpris et neutralisé par la police ou par une autre personne. La tentative est sanctionnée dans ce cas-là. J'ai parlé tout à l'heure de la personne qui comment dirais-je, une personne peut avoir commis une infraction. Une personne s'est introduite à l'intérieur de la banque, il a mis la main sur le contenu de la caisse, sur les objets de valeur, etc. Arrivé à la porte, il change d'avis et il remet le contenu de la caisse à la banque. Est-ce que c'est un désistement volontaire? Dans ce cas-là, l'infraction a été consommée. Tous les éléments sont là, quel que soit le temps durant lequel il a gardé le butin, si vous voulez. Tout ce qu'on peut retenir dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le repentir actif. Qu'est-ce qu'un repentir actif? C'est-à-dire que la personne regrette, la personne contribue à ce que les résultats de l'infraction soient réduits ou atténués. Ça ne remettra pas en question sa responsabilité. Elle est responsable, est pleinement responsable, sauf que peut-être le juge peut lui accorder les circonstances atténuantes vu la bonne foi, vu la marque de regret, de remords qu'elle a pu manifester dans ce cas-là. Deuxième infraction ou tentative, si vous voulez, dans laquelle le résultat n'a pas eu lieu et dans laquelle la personne sera sanctionnée quand même, c'est ce qu'on appelle l'infraction manquée. Qu'est-ce qu'une infraction manquée? C'est l'infraction dans laquelle l'agent, par maladresse, rate son but, alors qu'il a tout fait pour le réaliser. C'est le cas du meurtrier qui tire sur sa victime, mais manque sa cible. Tous les éléments de l'infraction sont là. Il y a un élément légal, il y a un élément matériel, il y a un élément moral. Si le résultat n'a pas eu lieu, c'est pour des circonstances qui sont indépendantes de la volonté de l'auteur. Et par conséquent, il sera sanctionné comme s'il s'agissait d'une infraction consommée. Troisième situation d'absence de résultat, c'est l'infraction impossible. C'est une infraction dans laquelle la réalisation du dommage ne peut pas avoir lieu. L'agent a déployé beaucoup d'efforts, le projet criminel ne pouvait pas aboutir parce que ses conditions de réalisation ne sont pas réunies. Il l'ignorait, il s'est engagé dans l'action sans vérifier s'il pouvait parvenir à un résultat. Exemple, manœuvre abortive sur une femme qui n'est pas enceinte. La femme elle-même n'est pas enceinte, donc l'objet de l'infraction n'existe pas. C'est une infraction impossible. Et même si le fœtus existait, elle serait à ce moment-là poursuivie, mais non pas sur la base d'une tentative impossible, mais sur la base d'une infraction consommée qui est l'avortement. L'infraction impossible a soulevé des controverses en doctrine. Certains exigent l'impossibilité absolue et d'autres se limitent à une impossibilité relative. L'impossibilité absolue, par exemple, administrer des substances non toxiques à une personne. Administrer des produits non toxiques à une personne ne constitue pas l'infraction d'empoisonnement, même si elle avait l'intention effectivement de l'empoisonner. Concernant l'impossibilité relative, la répression est autorisée. Par exemple,
introduire la main dans une poche pour retirer l'argent, alors que l'argent entre-temps avait été déplacé ou a été dépensé ou retiré, etc. D'autres auteurs ont fait la distinction entre l'impossibilité juridique et l'impossibilité de fait. Impossibilité juridique comme frapper un mort, un cadavre, on ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort, et l'impossibilité de fait tenant à des circonstances imprévues, cette dernière-là qui est réprimée. L'article 117 du Code pénal semble admettre la répression de l'infraction impossible dans tous les cas. C'est l'intention de l'auteur qui est prise en considération. L'absence de résultat est une circonstance indépendante de la volonté du coupable. Et la dangerosité de l'auteur, qu'il s'agisse d'infraction impossible ou d'infraction manquée, ne peut pas être niée. Donc j'avais dit au début que l'infraction peut revêtir deux formes, soit des actes de commission, et on vient de parler des actes de commission, et l'autre modalité, ce sont les abstentions, les attitudes passives, qui peuvent revêtir deux formes, soit une abstention ou un comportement répréhensible. L'abstention délictueuse, c'est-à-dire que la personne s'abstient, elle ne fait pas ce que la loi lui ordonne de faire. Normalement, et dans la plupart des cas, le droit pénal formule ses prescriptions sous forme d'interdiction et de prohibition. Il ne recommande pas aux citoyens des attitudes positives, c'est-à-dire que le droit interdit l'homicide, le vol, le viol, le faux, etc. Mais il arrive, et de plus en plus, que le législateur considère de simples abstentions, de simples omissions, des attitudes négatives comme des infractions. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude? 3 raisons. La première, c'est que l'individualisme et l'égoïsme sont dangereux pour la sécurité publique et la solidarité nationale. Donc, il faut impliquer le citoyen dans l'application de la règle juridique. Donc, le législateur, pour lutter contre ce fléau, il incrimine des abstentions. À titre d'exemple, on peut citer l'article 430 du Code pénal qui sanctionne l'abstention volontaire d'un individu qui, sans risque pour lui, pouvait empêcher la commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité physique d'une autre personne. Donc le refus de porter secours à une personne en danger, il n'y a aucun risque pour cette personne-là et elle ne se porte pas au secours d'une personne en danger, elle est passible de poursuite devant le tribunal. La deuxième raison, c'est que l'État vise à protéger les intérêts socio-économiques. Il sanctionne certaines omissions graves, comme les omissions relatives aux déclarations fiscales. Le législateur aussi tend à protéger la famille. En protégeant la famille, il protège la société, étant donné que la famille est le premier noyau de la société. Donc, il sanctionne certains délits d'omission, tels que l'abandon de famille, le père ou la mère qui, sans raison valable, laissent à l'abandon leurs enfants en bas âge, sont passibles de poursuite devant le tribunal, ainsi que le refus de payer une pension alimentaire en cas de divorce. Deuxième modalité de cette attitude passive, c'est le comportement répréhensible. Un comportement qui peut être source de dangerosité pour la société. Donc il s'agit de l'état dangereux qui n'est pas systématiquement sanctionné par le Code pénal, mais il se traduit par
l'instauration de ce qu'on appelle les infractions obstacles, les délits obstacles. Ce sont des infractions qui constituent un obstacle qui empêche la commission d'infractions beaucoup plus graves. Il en est ainsi du port illégal d'armes et de la fabrication de fausses clés. Dans ces deux situations, une personne peut détenir une arme. Elle ne commettra pas automatiquement une infraction. Mais le législateur, dans le souci d'empêcher que cette personne puisse être tentée de commettre une infraction, va être poursuivi pour port illégal d'armes. La même chose pour la fabrication de fausses clés. La personne ne va pas l'utiliser forcément pour cambrioler, mais pour l'empêcher de le faire peut-être ultérieurement. C'est une infraction, un délit obstacle qui va être sanctionné même s'il n'y a pas de résultat. Donc c'est l'état dangereux qui est sanctionné dans ce cas-là. Dans la prochaine séance, on parlera des agents de l'acte, c'est-à-dire les personnes qui participent à la commission de l'infraction.